chacun aura entre 15 et 20 minutes d'échange avec nous. Ouais. Ok, bah merci beaucoup. Alors, peut-être juste avant de commencer, est-ce que sur Zoom, tout le monde entend aussi? N'hésitez pas à me envoyer un message. Okay. Moi, j'entends. C'est bon. Donc, merci à tous d'être venus assister à ma soutenance. Et merci notamment aux membres du jury, parce que je sais que vous avez des agendas très, très, très chargés. Et je sais le temps que ça prend de lire le rapport et de participer à la soutenance. Donc, merci beaucoup de participer à cet exercice. Et puis, merci à tout le monde et également à ceux qui assistent à distance. Donc, du coup, le titre de cette HDR, c'est Évaluation des stratégies climatiques des villes, modélisation des interactions complexes entre enjeux environnementaux et dynamique économique urbaine. Et donc, pendant cette soutenance, je vais d'abord faire une petite présentation de mon parcours. Ensuite, vous présenter rapidement le contexte qu'il y a eu autour des recherches depuis ma thèse. Et ensuite, présenter un focus sur quelques travaux que j'ai réalisés. Donc, je ne vais pas suivre exactement le même ordre que dans le rapport. J'ai juste présenté quelques-uns des travaux du rapport, en mettant notamment un accent sur les travaux qui sont plus de nature économique. Alors, voilà. Donc, peut-être pour commencer, pour me présenter, donc si vous avez une texte temporelle, donc voilà, les plus avertis auront reconnu les températures moyennes en France métropolitaine. Donc, j'ai commencé des études supérieures par des classes préparatoires au lycée Louis-Grand à Paris, suite à quoi j'ai intégré l'École normale supérieure de Lyon, dans laquelle j'ai fait de la physique, ce qui m'a permis de passer l'agrégation de physique et un master de physique, spécialité physique théorique et physique statistique. À la suite de ça, j'ai été admis comme fonctionnaire au sein du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, ce qui fait que j'ai intégré l'école des ponts à Paris, dans laquelle, pendant un an, j'ai étudié au sein du département économie-finance avec une mineure en environnement. Et la deuxième année de formation de l'école des ponts consistait en un stage long que j'ai effectué pendant un an à la Banque mondiale, à Washington et en Afrique de l'Ouest, dans l'unité s'occupant du financement des transports en Afrique. Suite à ça, j'ai effectué une thèse au CIRED, sous la direction de Stéphane Elgat et de Jean-Charles Ourcade, que j'ai soutenu en tout début janvier 2012, et à la suite de quoi, j'ai été passé quelques mois au Earth Institute à l'Université de Columbia à New York, et j'ai été recruté par l'École des ponts comme chercheur au CIRED, poste que j'occupe toujours à l'heure actuelle. Alors, très rapidement, au-delà de mes recherches, que je vais passer très vite, j'ai effectué un certain nombre d'activités. En plus des recherches, j'ai effectué pas mal d'enseignements à l'école des ponts depuis quelques années à Sciences Po, puis sinon dans de nombreux masters et écoles d'ingénieurs, notamment l'école de la météorologie à Toulouse. En plus des recherches, j'ai effectué un certain nombre de travaux d'expertise pour des institutions publiques et quelques institutions privées. J'ai fait pas mal de vulgarisation, puis aussi eu quelques responsabilités administratives. Bref, et mes activités de recherche ont lieu notamment dans le cadre d'un certain nombre de projets de recherche. Ici, je liste les principaux. Je n'ai pas rentré dans les détails, mais c'est essentiellement des projets soit financés par l'ANR, par l'ADEME, par le ministère de l'Environnement ou par la Banque mondiale. Voilà pour une présentation rapide. Donc maintenant, j'aimerais surtout vous présenter le contexte dans lequel sont passées mes recherches, notamment depuis la fin de ma thèse. Donc en fait, je pense que l'élément principal, c'est qu'à l'heure actuelle, on est dans un monde qui évolue très vite, notamment un monde qui est dans un climat qui change et un monde qui s'urbanise également de manière massive. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que jusqu'à très récemment, depuis tout le temps, l'immense majorité de la population mondiale, elle vivait à la campagne. Puis la population en ville, c'était une toute petite fraction de l'humanité. Ça a changé progressivement, ça s'est accéléré au cours du XXe siècle. Et au début des années 2010, alors c'est toujours des chiffres à prendre avec des pincettes, bien sûr. Là, sur ce graphique, vous avez une évolution en fonction du temps de la population urbaine en vert et rurale en rouge, c'est les chiffres des Nations Unies. Donc, on estime qu'aux alentours des années 2010, eh bien, les deux courbes, population urbaine et population rurale dans le monde, se sont croisées et qu'aujourd'hui, il y a plus d'urbains dans le monde que de ruraux.
Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 55% de la population mondiale vit en ville. Et notamment, ce qui est assez marquant, c'est qu'aujourd'hui, la population urbaine, la population rurale, pardon, dans le monde, se stabilise, voire est en train de décroître, alors que la population urbaine augmente. Ça, c'est le premier point. L'autre point qui est important, c'est que les chiffres absolus associés à ces courbes sont assez importants. Alors, je m'étais amusé à faire l'exercice. Lorsqu'on regarde, depuis que j'ai commencé ma thèse, fin 2008, en moyenne, encore une fois, d'après les chiffres des Nations Unies, chaque semaine dans le monde, il y a eu 1,5 million d'urbains en plus. Donc, en gros, si vous voulez, c'est chaque semaine dans le monde, depuis l'année 2008, il y a eu l'équivalent de l'agglomération lyonnaise en plus qui s'est construite. Alors, bien sûr, cette croissance est surtout portée par des pays en développement. Lorsqu'on regarde un pays comme la France, la population urbaine également continue de croître. Pareil, si jamais on regarde juste l'évolution depuis fin 2008, en moyenne, d'après les chiffres de l'INSEE, il y a eu chaque semaine 5000 urbains de plus en France. C'est-à-dire qu'au total, la population urbaine française a augmenté de 7,5%. Donc, ce qui n'est pas négligeable, alors qu'on regarde une évolution que depuis quelques années. Donc, tout ça pour dire que voilà, on est dans un monde qui s'urbanise. Et en fait, l'un des gros enjeux, c'est que la manière dont on construit ces villes joue un rôle énorme sur leur lien avec l'environnement. Une figure que j'aime bien pour illustrer ça, qui est assez célèbre, c'est celle-ci, c'est la comparaison entre la ville d'Atlanta et la ville de Barcelone. Donc Atlanta et Barcelone, en fait, c'est deux villes qui sont assez intéressantes parce qu'il y a donc quasiment la même population, un peu plus de 5 millions d'habitants, mais disons que pour des raisons historiques ou culturelles, c'est deux villes qui n'ont pas du tout été construites de la même manière. Et en fait, Barcelone est beaucoup plus dense qu'Atlanta. Et lorsqu'on regarde les émissions de gaz à effet de serre par personne dans ces deux villes, notamment les émissions de gaz à effet de serre associées au transport, elles sont beaucoup plus faibles à Barcelone qu'à Atlanta, quasiment 5 fois plus faibles. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas? Tout simplement parce que, étant donné que Barcelone est plus dense, statistiquement parlant, les trajets effectués sont plus courts, puis aussi, étant donné que la ville est plus dense, c'est plus simple d'y faire un système de transport en commun efficace. Par exemple, à Barcelone, il y a 60% de la population qui vit à moins de 600 mètres d'une station de métro, puis il y a 100 km de ligne de métro dans la ville. Pour avoir la même accessibilité à Atlanta, d'après une étude d'Alain Berthaud, il faudrait 3400 km de ligne de métro au minimum, ce qui bien sûr est extrêmement coûteux, n'est pas impossible en théorie, mais très difficile à faire en pratique. Et du coup, par rapport à ça, il y a cette idée que un critère comme la densité, par exemple, joue un rôle très important pour les villes et que construire dense est nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. D'autant plus qu'un autre enjeu qui se pose, c'est que les villes sont soumises à une forte inertie. C'est-à-dire qu'une fois qu'une ville est construite, c'est très difficile de revenir en arrière. En France, par exemple, vous avez un certain nombre de villes dans le sud de la France, dans lesquelles, si vous prenez le plan du centre-ville, correspond toujours aux rues qui avaient été faites par les Romains. Simplement parce qu'une fois qu'une ville est construite, c'est très difficile de changer le type d'urbanisme. Et c'est pour ça que, suivant que les villes actuelles se développent d'une manière ou d'une autre, en fait, ça va nous engager pour les décennies à venir. Et pour dire ça d'une autre manière, si on veut que nos villes soient adaptées aux enjeux environnementaux d'ici quelques décennies, c'est dès aujourd'hui qu'il faut prendre les bonnes décisions. Le problème, c'est que, là, je vous parle de la densité, mais bien sûr, il y a plein d'autres caractéristiques qui jouent, et qu'en plus, ces caractéristiques ne jouent pas toutes dans le même sens. Par exemple, il y a cet exemple assez célèbre du fait que si jamais on s'intéresse cette fois-ci non plus aux émissions de gaz à effet de serre liées au transport, mais à la vulnérabilité qu'on a face aux impacts du réchauffement climatique, la densité peut jouer dans l'autre sens. Vous savez sûrement qu'en ville, il y a un microclimat qui existe qui s'appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain, qui fait que les températures elles sont plus chaudes qu'à la campagne, notamment en cas de canicule, et qui en fait joue un rôle majeur dans la vulnérabilité des habitants en canicule. Et en fait, donc ici, vous avez par exemple des relevés de température faits par Météo France pendant la canicule de 2003, et vous voyez à quel point une température dans le centre de Paris était grande par rapport aux températures en Seine-et-Marne. Il y avait à peu près 8 degrés d'écart, en tout cas à cette heure-là. Et en fait, l'idée, c'est que plus on a tendance à construire une ville dense, plus ce microclimat peut avoir tendance à être élevé, et que la préconisation par rapport à la vulnérabilité aux canicules, c'est plutôt de faire des villes très étalées. Si tout le monde a un pavillon avec un grand jardin, on est assez résistant, on est faiblement exposé face à des canicules. Et du coup, il y a des objectifs contradictoires comme ça. Il y en a aussi beaucoup d'autres. Ça, c'est des questions qui se posaient en théorie il y a quelques années et qui, aujourd'hui, commencent à se poser de manière très vive.
Par exemple, ici, voilà, je vous ai mis un certain nombre de titres de journaux de 2019 à 2022, dans lesquels cette question précise de la densité des villes se pose. À l'heure actuelle, elle se pose par exemple à Paris ou en Île-de-France dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, avec est-ce qu'il faut faire une agglomération plutôt plus dense pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou est-ce qu'au contraire, il faut libérer de l'espace pour des parcs face aux canicules? Et voilà, ces questions qui étaient théoriques il y a quelques années commencent à devenir d'actualité. Peut-être deux derniers éléments de contexte. Le premier, c'est que cette question des interactions entre ville et climat est un sujet de recherche qui est de plus en plus actif, et notamment qui a commencé à avoir énormément de visibilité vers la fin de ma thèse. En fait, en 2011, juste avant que je finisse ma thèse, il y a notamment eu la publication de deux rapports indépendants, l'un de la Banque mondiale avec l'AFD, l'autre de l'Habitat, et il s'avère que ces deux rapports avaient exactement le même titre, Cities and Climate Change, et c'est deux rapports assez marquants sur ce fait. Quelques mois après, un autre rapport était sorti, Climate Change and Cities, de l'UCCRN, donc un réseau de chercheurs sur le climat. Donc, ils avaient inversé le titre pour pas que ce soit une troisième répétition. Quelques années après, en 2014, lors du 5e rapport du GIEC, vous avez eu pour la première fois dans les groupes 2 et 3, donc le groupe 2, c'est le groupe de travail qui travaille sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le groupe 3, c'est le groupe qui travaille sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre, le groupe 2 sur l'adaptation et les impacts du changement climatique. Et donc, dans les rapports faits par ces groupes de travail, pour la première fois, vous avez eu un chapitre spécifique sur les milieux urbains. Et enfin, pour finir, un autre événement marquant, en 2018, vous avez eu une conférence organisée par le GIEC. Alors, c'est rare que le GIEC organise des conférences scientifiques qui portaient explicitement sur ville et changement climatique en préfiguration du prochain rapport qui, dans quelques mois, qui va être lancé dans quelques mois, il devrait porter sur ville et changement climatique. Et enfin, une dernière idée, là, je vous parle de ce qui se passe essentiellement dans le monde académique, mais il faut voir que les villes elles-mêmes se saisissent de la question, en s'appuyant sur la recherche académique, mais pas que, aussi en faisant des échanges d'expériences et des retours d'expérience. Et un bon indicateur de ça, c'est la création d'un certain nombre de réseaux de villes. C'est-à-dire que les villes se créent des associations, quelque part, soit d'elles-mêmes, soit organisées ou financées par les États ou d'institutions internationales, de manière à favoriser leur partage d'expériences sur les questions de ville et climat. Alors, il y a récemment eu un article qui a recensé ces réseaux, donc là, je vous en montrer quelques-uns. Vous avez eu en 2005 le C40, en 2007 le Climate Registry, etc. Donc, je ne vais pas tous vous les citer, mais disons que voilà, depuis disons, début des années 2000, vous avez eu la création de tout un tas de réseaux comme ça, et bien sûr, le nombre de participants à chacun de ces réseaux est également fortement augmenté. Voilà, et après, dernière question, c'est que lorsqu'on regarde maintenant comment les villes évoluent, en fait, les villes n'évoluent pas forcément dans un sens cohérent avec tous ces enjeux. Donc ici, par exemple, vous avez une carte qui est faite par Simon Mondonnet, un de mes doctorants actuels. Cette carte est faite quand il était en stage avec moi et qu'on connaît par Charles Piota, dans laquelle, ici, vous voyez, c'est l'ensemble des villes du monde de plus de 300 000 habitants. Lorsque les villes sont en bleu, c'est qu'entre 2000 et 2015, leur densité a augmenté. Lorsqu'elles sont en rouge, c'est que la densité par habitant a décru. En fait, ce que vous pouvez voir, c'est que pour la majorité, c'est très hétérogène spatialement déjà, mais surtout que pour la majorité des villes du monde, en fait, la densité a eu tendance à décroître. Voilà. Alors, maintenant, j'aimerais vous montrer quelques-uns des travaux que j'ai été amené à effectuer sur ces questions, juste faire un focus sur quelques-uns. Et j'ai procédé en sens inverse de ce qu'il y a dans mon rapport d'HDR. Je vais commencer plus par les questions d'économie. Déjà, le premier axe de travail sur lequel que j'ai étudié, c'est la question de la modélisation des dynamiques urbaines. Donc, déjà, comment est-ce qu'on fait pour comprendre comment les villes se développent? Et puis, surtout, comment est-ce qu'on fait pour anticiper les conséquences socio-économiques de politiques visant à faire que les villes se développent d'une manière ou d'une autre et visant à impacter les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, par exemple. Alors, pour ça, je me suis appuyé sur ce qui est fait en sciences économiques, sur quelque chose qu'on appelle l'économie urbaine. Et en fait, l'idée, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces modèles, mais l'idée, c'est de dire que ce qui fait qu'une ville évolue, c'est pas l'affrontement, mais disons la coexistence entre deux forces, entre deux choses. Il y a d'une part des décisions publiques, des réglementations, des plans d'urbanisme, par exemple, qui autorisent ou non à la construction dans certaines zones.
qui contraignent les types de bâtiments qui sont construits, etc. Mais ça ne suffit pas à expliquer la manière dont les villes évoluent. En tout cas, ça dépend des pays, mais en règle générale, ce n'est pas la seule chose qui fait qu'une ville va se développer d'une certaine manière ou d'une autre. Ce qui se passe, c'est qu'en parallèle de ça, vous avez aussi tout un tas d'acteurs qui vivent dans la ville. Vous avez des habitants, vous avez des entrepreneurs qui prennent des décisions basées sur leurs intérêts, sur leurs préférences. Ces décisions sont contraintes par les réglementations, mais voilà, c'est deux choses qui sont assez différentes. En fait, ces décisions sont bien sûr contraintes, mais également impactées par des politiques, par exemple par les politiques de transport, qui peuvent faire en sorte que certaines zones deviennent plus ou moins attractives. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette deuxième force ici, donc la résultante conjointe des choix individuels faits par un grand nombre d'habitants, par un grand nombre d'entrepreneurs, c'est quelque chose que l'on peut modéliser par des modèles économiques. En fait, les modèles économiques servent beaucoup à ça, servent à comprendre comment est-ce que plein de choix faits par plein de personnes, ensemble, amènent à un certain nombre d'évolutions. Et c'est justement ce que font les modèles d'économie urbaine que de modéliser ça, notamment sous contrainte des politiques. Alors, pendant ma thèse, j'avais montré comment des modèles basés sur ce type de mécanisme décrivaient bien l'évolution de Paris depuis le début du XXe siècle et pouvaient permettre d'analyser des politiques environnementales. Après, une grosse limite en fait à ce type de modèle, c'est que les modèles d'économie urbaine, en fait, ça a été développé aux États-Unis et en Europe à partir des années 70, en s'appuyant sur l'exemple des villes américaines et un petit peu européennes de l'Ouest, mais ce n'était pas très clair en fait si ce type de modèle avait vraiment un sens s'appliquer ailleurs que dans ces zones. C'est des choses qui ont été développées vraiment pour des pays avec des économies de marché, avec une certaine qualité de vie, etc. Mais voilà, ce n'est pas très clair si on pouvait appliquer ça ailleurs que dans ces zones. Et en fait, le travail, cette analyse de si les modèles pouvaient être portés ailleurs n'avait pas été faite, simplement parce que les données sur les villes dans le monde ne sont pas très simples à obtenir. Du coup, quelque chose que j'ai été amené à faire pendant ces dernières années, c'était de collecter des données sur un grand nombre de villes à travers le monde. Donc, notamment, j'ai été amené à collecter des données sur ces villes ici, donc c'est près de 200 villes sur tous les continents, qui ensemble couvrent à peu près un tiers de la population totale des villes de plus de 300 000 habitants. Et en fait, sur chacune de ces villes, on a collecté, donc je dis on, parce que bien sûr, tous les travaux que je présente ne sont pas les travaux que je fais tout seul, mais les travaux que j'ai faits en équipe. On a été amené à collecter différents types de données. Par exemple, les temps de transport. Les temps de transport d'un endroit à l'autre de la ville. Donc ça, c'est par exemple des données qu'on a pu collecter grâce à des sites comme Google Maps ou Baidu Maps. Donc on a pu connecter les temps de transport en voiture ou en transport en commun d'un point à l'autre de la ville. Les types de questions qui se posaient pour faire ça, c'était par exemple de savoir quelles étaient les heures de pointe, de savoir quels étaient les centres-villes qu'on pouvait identifier comme lieux particulièrement importants pour savoir quel point choisir. On a également collecté des données qui concernent les prix de vente et de location par mètre carré des logements. Donc ça, on a fait ça en faisant de la collecte, du scrapping en anglais, de données de petites annonces immobilières, des données sur les caractéristiques des logements, comme leur taille, ou encore des données qui allaient être simples à obtenir parce qu'elles existaient déjà par ailleurs, de densité de population à travers les villes. Et tout ça, ça nous a permis de regarder dans quelle mesure est-ce que les principes de l'économie urbaine pouvaient sembler crédibles ou non pour décrire la structure de ces villes. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a fait récemment. Donc, c'était un working paper lorsque j'ai écrit le rapport de HDR qui a été publié depuis. Et j'ai passé le time. Donc, grosso modo, le message, c'est que, effectivement, le cadre standard utilisé en économie urbaine semble bien valide pour décrire ces villes. Ce n'est pas le cas partout. Mais la deuxième conclusion du papier, c'est que les villes pour lesquelles le cadre ne marchait pas correspondent à des villes dans lesquelles il y avait des hypothèses du modèle qui n'étaient pas valides. Par exemple, l'existence de certains types de quartiers informels. Et donc, au total, si on prend le cadre d'analyse de l'économie urbaine avec ses limites, avec ses hypothèses, ça faisait quelque chose qui marche relativement bien. Pour vous donner une idée d'à quoi ça ressemble, ici, vous avez pour différentes villes, en fonction de la distance au centre, les points noirs, c'est les points de données en rouge, c'est ce qu'on obtient avec un modèle basé sur ces mécanismes. La comparaison entre densité de population en noir, donc réel, et en rouge simulé. Et ici, pareil, comparaison entre ce modèle et réalité pour les loyers par mètre carré. Vous avez ça pour Bergen, Berlin, Gênes et Ekaterinbourg, pour prendre des exemples assez différents les uns des autres. Et donc, tout ça, à quoi est-ce que ça nous a servi?
à plusieurs choses. Déjà, des modèles de ce type, ça permet par exemple d'analyser l'impact de certaines politiques de transport sur les prix immobiliers. Donc ici, par exemple, vous avez un travail qu'on avait fait avec Nicolas Colomel du LVMT, dans lequel on avait regardé l'impact simulé de la construction du Grand Paris Express sur les prix immobiliers en Île-de-France, dans le but de regarder dans quelle mesure est-ce qu'on peut financer ce type d'infrastructure de transport en captant l'augmentation des prix immobiliers. Autre type de travail ici avec Paolo Wagner, on a pu regarder dans quelle mesure est-ce que des taxes sur la construction pouvaient permettre d'influer sur l'étalement urbain. Et autre type d'exemple, donc pareil, un travail qui était en working paper et qui va être normalement publié d'ici quelques semaines. Ici, on a fait un travail avec Charles de Total, le doctorant, et Félix Kreuzig du Mercator à Berlin. On avait regardé dans quelle mesure, lorsqu'on prend un certain nombre de villes dans le monde sur lesquelles le modèle fonctionne, quel est l'impact simulé sur les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de politiques restrictives d'urbanisme. C'est-à-dire, si jamais on prend les villes qui sont sur cette carte ici et qu'on compare un scénario dans lequel les villes se développent comme aujourd'hui jusqu'en 2035 et un scénario dans lequel on suppose que des politiques assez strictes d'urbanisme veillant à limiter l'étalement urbain sont mises en place, quel est l'impact que ça peut avoir sur les émissions de gaz à effet de serre liées au transport? Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que j'appelle politique stricte. Voilà, il y a bien sûr des hypothèses bien définies, mais le point intéressant, c'est que déjà, donc, bien sûr, on observe des baisses dans l'ensemble des villes de l'échantillon, mais surtout, la baisse n'est pas du tout uniforme. Il y a des villes dans lesquelles l'impact est grand, d'autres dans lesquelles l'impact est plus faible, simplement parce que les villes n'ont pas le même taux de croissance à l'origine, mais également parce que les villes n'ont pas la même géographie. D'ailleurs, de manière plus générale, en fait, cet exercice, ça c'est la carte que je viens de vous montrer, c'est placé dans le cadre d'un exercice plus large dans lequel on a regardé différents types de politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport dans ces villes, la construction d'un réseau de transport en commun, la mise en place d'une taxe sur les véhicules polluants, ou encore des politiques visant à interdire les véhicules les plus polluants. Et juste à titre d'illustration, pour chacune de ces politiques, avec ce cadre-là, on a été capable d'évaluer l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, mais également en couplant le modèle à des modèles de pollution de l'air et de santé, notamment, à évaluer les co-bénéfices sur la santé et les co-bénéfices économiques sur les habitants de ces politiques. Et un message de l'article dont ces figures sont extraites, c'est notamment le fait que lorsqu'on prend les différentes villes, si jamais pour chaque ville, on ne garde parmi le cadre politique que les politiques qui amènent à une augmentation du bien-être des habitants, au total, on obtient une baisse. Donc, pour chaque ville, en fait, ça fait un panel de politiques qui est différent. Au total, on obtient une baisse globale des émissions des villes qui est très importante, qui est de l'ordre de 20% en 2035. Alors, cette baisse, 20% en 2035, c'est beaucoup. C'est quelque chose qui est particulièrement difficile à évaluer au niveau global. Et du coup, tout l'intérêt de ce travail, c'est d'avoir été capable de simuler ce qui se passe dans chacune des villes séparément. Bien sûr, c'est un résultat de simulation. Ce qu'on ne modélise pas ici, c'est par exemple la difficulté politique à mettre en place ces mesures. Quelque chose qu'on ne modélise pas non plus, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est les questions d'inégalité également créées par ces politiques. Alors, dans le rapport, je présente un certain nombre de papiers qu'on a fait également sur ces questions d'inégalité, mais là, je ne vais pas avoir le temps de vous les présenter. Et je vais plutôt vous présenter le deuxième axe de mes recherches, qui est porté sur les interactions entre atténuation et adaptation. Donc, atténuation, c'est comment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Adaptation, comment faire pour s'adapter aux impacts que le changement climatique va avoir. Et donc, si vous vous rappelez ce que je vous avais dit au début, lorsque l'on regarde la question de la densité des villes, en fait, il y a vraiment cette tension entre le fait de réduire les émissions de gaz à effet de serre en rendant les villes plus denses, mais d'être moins vulnérables aux canicules en essayant de faire des villes les plus étalées possibles. Et donc, pour essayer d'avancer là-dessus, pour essayer de voir, en fait, comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce paradoxe, une manière de faire, c'est d'utiliser de la modélisation intégrée. Donc, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de plusieurs projets avec l'équipe de Valérie Masson et d'Aude Lemonsu au CNRL, à Météo France, dans lequel ce que nous faisait, c'était de faire des scénarios d'expansion du ville. Donc là, par exemple, vous avez le cas de l'aire urbaine de Paris, qui correspond à l'Île-de-France. On avait fait des scénarios sur comment Paris pouvait se développer au cours du temps, donc ici jusqu'en 2100. On avait aussi, bien sûr, les années d'avant, dans différents scénarios démographiques, dans différents scénarios économiques, etc. Ces scénarios-là avaient été faits avec le modèle, avec les modèles que je vous ai présentés juste avant.
Et une fois qu'on avait ce scénario, eh bien, les Aude, Lemontier, Valien Masson et toute leur équipe, en fait, prenaient ce scénario comme entrée dans TEB et MESO-NH, donc disons un modèle, le modèle météo, enfin TEB surtout le modèle de météorologie urbaine, permettant de regarder comment est-ce que l'urbanisme d'une ville impacte les températures. Et ça permettait de simuler les températures dans les rues à Paris et en Île-de-France pour chacun de ces scénarios et pour une météo donnée. Donc ici, par exemple, ces cartes représentent les températures dans les rues dans chacun de ces scénarios pour une météo correspondant à la canicule de 2003. Et ce que vous voyez, c'est que pour chacun des scénarios, on obtient des cartes légèrement différentes. Alors, la différence entre ces deux cartes-là est moins visible, mais si vous comparez celle-ci et celle-ci, vous voyez que la carte ici correspondant à la ville la plus étalée est beaucoup moins rouge que celle correspondant à la ville la plus dense, c'est-à-dire que les températures sont bien plus faibles si on se situe dans un scénario où la ville est plus étalée que si on se situe dans un scénario dans lequel la ville est plus dense, et ce, à météo, disons, au-dessus de la ville, identique. La grosse conclusion de ce papier, cependant, c'était que lorsqu'on compare ces deux cartes ici, on voit effectivement un impact sur les températures, mais que l'impact est relativement faible. En fait, il est de l'ordre de 1 degré ou un petit peu moins. C'est-à-dire que ça ne semble pas avoir un impact sanitaire majeur. Et donc, la conclusion était que, en ce qui concerne en tout cas les températures dans la rue, dans le cas d'Île-de-France, avec ses caractéristiques, avec ses projections démographiques, rendre la ville plus dense, au total, n'a pas un impact énorme sur les températures. Par contre, ce qu'on obtenait aussi, c'est que si on moyennait par habitant, et qu'on moyennait aux différentes heures du jour et de la nuit, on voyait une exposition aux fortes chaleurs qui était très différente dans les scénarios. Et en fait, pourquoi? C'est simplement parce que même si les cartes de température ne sont pas très différentes, la répartition de la population n'est pas la même dans les scénarios. En fait, lorsque la ville est plus compacte, vous avez plus de monde qui vit près du centre-ville, donc vous avez plus de monde qui vit dans les zones où il fait chaud. Et en fait, c'était ça le facteur prépondérant. Donc pas la météo elle-même, mais le fait de savoir si les gens habitent dans les zones chaudes ou pas de la ville. Alors, ce résultat, il vaut pour Paris. Si on regarde un climat différent, si on regarde une ville qui se développe à une vitesse plus rapide, bien sûr, les conclusions peuvent être différentes et on n'a pas encore pu tester ce que ça donnait dans d'autres villes. Par contre, un autre point également, c'est que dans ces simulations, même ici dans le cas de la ville relativement étalée, on obtenait des chiffres d'exposition aux fortes chaleurs qui étaient très élevés. On avait quasiment 7 heures par jour des habitants en situation de fort stress thermique, même à l'intérieur des logements. Et du coup, se pose la question de comment est-ce qu'on peut faire pour s'adapter à ces fortes températures? Alors, il y a tout un tas de manières d'adapter les villes aux canicules, mais disons qu'une manière assez simple, assez rapide, assez immédiate et qui, il s'avère, se développe très rapidement à l'heure actuelle, c'est le fait d'utiliser de la climatisation dans les logements. Le problème, c'est que la climatisation, ça consomme énormément d'électricité, ça rejette de la chaleur quelque part. Donc, en général, quand c'est des climatiseurs individuels, ça la rejette dans la rue, ce qui fait que ça réchauffe les températures pour les sans-abri, pour les personnes qui travaillent en extérieur, et puis pour les personnes en fait qui n'ont pas ou ne veulent pas avoir de climatiseur. Puis également, la climatisation, en fait, ça fonctionne jusqu'à ce qu'il y ait une coupure de courant. C'est qu'aux États-Unis, par exemple, dans des zones où les climatiseurs sont vraiment un besoin sanitaire très important, vous avez de temps en temps des coupures de courant à cause de surcharge électrique, et ça crée des problèmes sanitaires importants. Ce qui fait qu'un enjeu, en fait, de manière globale, la climatisation, c'est l'exemple assez typique de ce qu'on appelle la maladaptation aux impacts du changement climatique. Du coup, une question qu'on s'est posée, c'était est-ce que, avec d'autres mesures que la climatisation, il serait possible de s'adapter à ces fortes températures? Notamment, est-ce que en mettant des parcs partout dans la ville, est-ce qu'en isolant les logements, est-ce qu'en mettant des toitures réfléchissantes sur les toits, en fait, on serait capable, avec le climat de la fin du siècle, d'assurer des températures vivables dans les bâtiments. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on avait fait des simulations dans lesquelles on supposait des scénarios assez extrêmes d'adaptation de la ville visant à se passer de climatisation. Donc, quand je dis extrême, c'est que, par exemple, on a simulé un scénario dans lequel on dynamitait un bâtiment sur 10 de Paris pour faire un parc. Ce n'est pas réaliste, mais c'est pour voir, disons, le potentiel. Un scénario dans lequel l'intégralité des bâtiments d'Île-de-France étaient isolés aux meilleures normes possibles, où tous les toits étaient des toitures réfléchissantes, etc.
Et en fait, en faisant ça, on obtenait que, même dans un scénario comme ça, pour les canicules de la fin du siècle, on aurait quand même en moyenne 6 heures par jour passées en situation de fort stress thermique dans les logements, ce qui reste une situation très dangereuse pour les habitants. Fort stress thermique, ça veut dire avec une température ressentie supérieure à 32 degrés. Sans ces mesures d'adaptation, la durée, c'était 7h30 par jour dans les logements. En fait, ça permet de réduire un peu, mais pas énormément. Et donc, la conclusion de ce travail, c'était que, eh bien, sans climatisation, ça paraît compliqué d'assurer des températures vivables dans les logements à la fin du siècle à Paris. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut de la climatisation. On peut avoir d'autres solutions, par exemple, faire partir les personnes les plus vulnérables de la ville lorsqu'il fait chaud. Et puis, aussi, il faut bien voir que ça, c'est des simulations pour les années 2070-2100. Donc, d'ici là, on a le temps. Donc, la climatisation n'est pas nécessaire aujourd'hui. Mais voilà. L'autre question qu'on s'est posée, c'est que quand même, est-ce que le fait de mettre en place ces politiques avait un impact sur la consommation d'électricité liée à la climatisation? Parce que quand même, ces mesures permettent de rafraîchir l'air dans les logements. Et effectivement, lorsqu'on fait ça, on observe que la mise en place de ces mesures, donc là, c'est les courbes en rouge ici, permettent de réduire de manière assez importante la consommation d'énergie liée à la climatisation. Donc, je n'ai pas commenté plus que ça ce graphe, mais disons qu'on arrive dans la simulation à obtenir une baisse de la consommation d'électricité liée à la climatisation de quasiment 60%. Donc, les mesures d'adaptation, même si elles paraissent pas suffisantes en elles-mêmes pour empêcher l'utilisation de climatisation, en tout cas, ont un rôle, au moins, sur le fait de limiter ces effets secondaires négatifs. Suite à ça, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits, notamment avec Samuel Juel, qui est en thèse à l'heure actuelle avec moi. On a été amené à effectuer une revue systématique de la littérature pour savoir dans quelle mesure est-ce que ces questions de si l'adaptation aux impacts du changement climatique peut augmenter la consommation d'énergie étaient bien traitées ou pas. Ici, vous avez par exemple une carte des lieux dans lesquels il y a une publication qui a regardé cet aspect-là dans les villes. Le gros message, c'est que les villes qui ont été étudiées sont essentiellement des villes américaines, européennes, un petit peu chinoises et australiennes, mais que l'essentiel du monde n'a pas été couvert. Or, comme les conclusions de ce type d'études dépendent beaucoup des types de bâtiments et des types de climat, en fait, on a à l'heure actuelle une vision, en tout cas, qui n'est pas du tout exhaustive des choses. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. J'ai pris quelques exemples des travaux que j'ai effectués, notamment sur l'adaptation. Bon, il y a beaucoup d'autres choses dont j'aurais pu vous parler. Le rôle de l'eau pour l'adaptation, le lien avec les questions de services écosystémiques, aussi le lien avec les politiques mises en place. Et est-ce que les politiques appliquent ou non les bonnes pratiques prescrites dans la littérature? Mais j'ai passé. Voilà. J'aimerais maintenant finir en vous parlant du projet de recherche que je propose. Alors, j'ai un petit problème, c'est que mon rapport de HDR a été écrit, il a été envoyé en juillet l'année dernière, donc il y a quasiment un an, et du coup, un certain nombre de choses ont évolué depuis. Mais je vais quand même vous présenter ce que j'avais mis en commentant. Donc, du coup, mon projet de recherche se décomposait en 2 axes. Premier axe, vers une meilleure compréhension des interactions entre impact du changement climatique en ville. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai pas trop parlé pendant la présentation, mais c'est le fait que lorsqu'on s'intéresse aux impacts du changement climatique, un des gros enjeux, c'est les interactions entre différents types d'impacts qui peuvent se poser. Par exemple, les travaux que j'ai pu faire sur l'eau ou sur les services écosystémiques relèvent de cette approche. Et là-dessus, il y a un certain nombre de travaux qu'on a commencé à faire, mais qui ne sont pas finis, et donc qui constituent un programme de travail pour, disons, les années qui viennent, notamment dans le cadre de la suite d'un projet qui s'appelle le projet IDFS, financé par l'ADEME, le ministère de l'Environnement. Il y a également eu le dépôt d'un projet avec le Lésur, un laboratoire de l'École des Ponts, qui travaille sur des questions d'eau. Voilà, et un gros axe qui en fait me prend aujourd'hui, sur lequel je consacre une grosse partie de mon temps, via les thèses de Samuel Juel et d'Adrien Lelay, c'est la question des interactions entre chocs environnementaux via les chaînes de valeur économique. Donc, grosso modo, l'idée, c'est que lorsque vous avez une catastrophe naturelle quelque part, ou une crise environnementale quelque part, il y a un impact local, mais il y a également des pertes économiques qui se répandent le long des chaînes de valeur. Le long des chaînes de valeur, ça veut dire que si jamais vous êtes une entreprise et que vous n'êtes pas atteint, par exemple, par une inondation, mais que vos clients sont atteints par une inondation, vous pouvez avoir des problèmes économiques. Si vos fournisseurs sont atteints par une inondation également. Mais les clients des clients, c'est pareil, les fournisseurs des fournisseurs aussi. Et en fait, c'est quelque chose qui joue un rôle énorme dans le coût économique des catastrophes naturelles. Et en fait, vous avez ça pour différents types d'impacts du changement climatique. Et voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus.
Et après, le deuxième axe, c'est d'aller vers une meilleure compréhension des dynamiques urbaines, notamment dans le but d'étudier la dynamique d'exposition et de vulnérabilité des habitants. Donc, il y a tout d'abord la continuation des travaux actuels sur la modélisation des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport en ville, avec beaucoup de choses qu'on n'a pas pu prendre en compte, les politiques de vélo, par exemple, le lien, le bouclage macroéconomique via le prix des mobiliers sur les ménages. Enfin, là, je ne vais pas m'étendre plus. Et ensuite, en termes de nouvelles problématiques, il y a quelque chose qui constitue la thèse, en tout cas le début de la thèse d'Adrien Delay, qui a commencé en septembre, qui est la question des impacts du changement climatique sur les migrations des campagnes vers les villes. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, du coup, merci pour vos questions. Merci Vincent pour cette présentation qui était très claire.